Comme son titre l'indique, l'épisode 6, La Mouche, est entièrement consacré à la métamorphose, avec quelques scènes d'horreur corporelle pour maintenir notre intérêt. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Après le retour en arrière de l'épisode 5, cet épisode nous ramène sur l'île avec le contexte supplémentaire du rôle de cavalière dans le crash. Le tic-tac nébuleux du moment où les hybrides seront présentés au monde est rendu inévitable et évoqué dans l'épisode, où l'on découvre que même la force des nouveaux corps des enfants ne peut effacer le fait qu'ils sont toujours artificiels et donc faillibles. La réaction en chaîne de leurs petites erreurs et de leurs erreurs de jugement commence à prendre de l'ampleur dans cet épisode. Malheureusement, pour Cavalier, il a suffi de quelques heures hors de l'île pour que tout dérape. Toutefois, comme Kirsch, le public attend ce moment depuis l'arrivée du xénomorphe sur Terre. Les observations distantes et glaciales du synthétique, observant l'île sombrer dans le chaos, seront importantes à remettre en question, car la violence s'intensifiera inévitablement pour la fin de la saison. Je ne crois pas que ce soit un hasard si Noah Hawley a intitulé l'épisode 6 « La Mouche ». La série revient au présent pour explorer plus en détail la nature de l'humanité dans les expériences menées à Neverland. Le fait que l'épisode emprunte son nom à l'un des meilleurs films d'horreur corporelle de David Cronenberg remplit une fonction narrative réelle dans le 6e chapitre. Mais plus que cela, c'est un nouvel exemple de ce que cette série réussit à faire. Être un épisode moderne d'une saga de longue date et une icône de la culture pop. L'histoire du film est celle d'un scientifique qui fusionne par inadvertance deux entités distinctes pour finalement en faire une troisième. La Mouche est un incontournable de la science-fiction et une pierre angulaire du cinéma d'horreur. Le film se situe déjà au centre du même diagramme de Venn qu'Alien à cet égard. Choisir La Mouche comme titre pour un épisode de cette série met également en lumière la compréhension du genre et de la culture entourant ce type de projet. Manifeste depuis que Hawley a ouvert la série avec un remake plan par plan de l'une des scènes les plus emblématiques d'Alien. La Mouche est un choix judicieux à plusieurs niveaux, qui fonctionne avec une grande désinvolture, avec un ton « si vous savez, ce qui est l'un de mes moments préférés de la série. Pour Seth Brundle, dans le film, il n'était pas question de devenir un hybride dégoûtant et terrifiant, mais pour Boy Cavalier et ses scientifiques prodigies, c'est exactement le plan. Terrifiant ou non, les hybrides sont des versions enfantines de la mouche, deux choses autrefois indépendantes, fusionnées. Mais ce que sont exactement les créatures qui en résultent est le débat que cet épisode met au premier plan. Dans l'épisode 6, chaque point de l'intrigue fait une pause pour explorer la question. Joe Hermite continue de tester les barrières, pour ainsi dire, dans son ambition de faire quitter l'île à sa sœur, Wendy, mais se retrouve confronté au rappel de Kirsch qu'elle n'est certainement plus juste une enfant. Nibs se fait effacer la mémoire au lieu de poursuivre la thérapie recommandée par Dame Sylvia, soulevant toute la question de l'autonomie de ces êtres. La question revient lors de l'audience entre Cavalier et Yutani, lorsqu'elle affirme que les spécimens extraterrestres sont la propriété de Weyland Yutani. Cette fois, Cavalier lui balance leur autonomie au visage, comme un précédent juridique selon lequel les créatures vivantes n'appartiennent à personne. Bien sûr, il n'y croit pas une seconde et utilise cette phrase uniquement pour prendre le dessus sur sa rivale. Mais cela prouve autre chose à propos de la série. Alien Earth ne se préoccupe toujours pas de savoir si les garçons perdus sont encore humains, car cette question a déjà reçu de nombreuses réponses. En fait, certains passages de cet épisode semblent être un terrain d'expérimentation pour la série. Si cette question a déjà été soulevée et résolue dans les épisodes précédents, cet épisode l'aborde mieux, abordant une réponse plus définitive. La réponse est oui, ils sont absolument toujours humains. La série aborde alors une bande de personnes qui ne comprennent ni apprécient l'humanité. Tout ce qui arrive à ces personnages est interprété comme une tragédie, et la position de Hawley, des scénaristes et des réalisateurs sur la question est claire. Cet épisode est un nouveau chapitre de décisions difficiles à regarder prises au nom de personnages que je commence à apprécier. Par exemple, prenez Nibs qui se réveille après l'effacement de sa mémoire, Wendy est là pour l'accueillir, pleine de questions sur sa grossesse et sur leur mésaventure sur le Maginot, dont Nibs n'a aucun souvenir. Le poids de cette prise de conscience, de l'ingérence dont elle a été victime, la frappe bien plus durement que le fait qu'elle ait cru être enceinte au départ, oubliant une seconde la décision totalement stupide de laisser Wendy être là quand Nibs s'est réveillée parce que, bien sûr, elle allait poser ses questions et la faire flipper. Ce qui rend cet épisode vraiment bouleversant, c'est la première mort entre parenthèses significative de la série. Les créatures de la première moitié de la saison ont rencontré un succès retentissant, mais aucune n'arrive à la cheville du poids émotionnel de Tootles et de l'extraterrestre ressemblant à une mouche, le faisant fondre comme un encas. Qu'un de ses enfants puisse mourir afin que les autres garçons perdus puissent le pleurer est la réponse la plus définitive que la série puisse apporter à la question « Sont-ils encore humains ?»
D'un autre point de vue thématique, l'autre chose que j'ai adoré dans cet épisode, c'est la section de Peter Pan qui l'ouvre. La lecture par Cavalier du texte original pour son ouvrage Garçon perdu a fourni un fil conducteur assez subtil pour cette première saison. Mais une citation m'a fait tilter. 2 ans, c'est le début de la fin. Dans l'histoire du garçon qui n'a jamais grandi, cela fait référence à l'âge où les choses commencent à se dégrader pour les enfants et où ils ne peuvent pas s'empêcher de vieillir. La façon dont cet épisode utilise cette citation réside dans la formation des personnages dans la dernière ligne droite de la saison. Wendy et le jeune xénomorphe sont clairement liés. Slightly a une mission visant à faire sortir clandestinement un xénomorphe de l'île pour Moreau, et Moreau et Kirsch ont un tête-à-tête absolument incroyable dans un ascenseur qui les met sur une trajectoire de collision qui me fascine. Toutes ces intrigues ont pris forme et s'élancent vers leur conclusion. Structurellement parlant, en tant que début du dernier acte de la saison, cet épisode réussit parfaitement son pari. Bien que ce soit les événements sur l'île qui nous intéressent le plus, la scène entre Cavalier et Yutani est divertissante. Elle apporte un contexte supplémentaire et un aperçu du monde extérieur. Bien que Cavalier et Prodigy aient été au cœur de notre attention, le désir de Yutani pour les extraterrestres et ce qui a initialement motivé sa compagne à les rechercher sont intéressants. L'arrogance de Cavalier et sa conviction absolue de tirer les ficelles transparaissent pleinement lors de leur rencontre, qui contraste agréablement avec la décision de Kirsch de laisser les événements de l'épisode se dérouler sans intervention. Son objectif final est flou, mais il se pourrait que Kirsch ressente la même chose que Cavalier, mais sans les émotions humaines confuses qui nous rendent capables d'erreurs. Kirsch a été conçu pour être un scientifique, et l'évolution du xénomorphe pourrait bien être sa plus grande expérience à ce jour. Comme toujours dans la saga Alien, la frontière entre destin et cause à effet est floue. Les pouvoirs des extraterrestres et les circonstances propices à la désintégration de l'écosystème du laboratoire sont un peu trop commodes. Le licenciement d'Arthur tombe à pic pour le rendre suffisamment imprudent pour entrer seul dans le laboratoire, et il devient la victime idéale dont Slightly avait besoin, et en plus, personne ne remarquera son absence. La cause de ce licenciement, l'effacement de la mémoire de Nips, pousse Wendy à perdre confiance dans la cause de Prodigy et donne à Hermite l'ouverture dont il avait besoin pour trouver un moyen de quitter l'île. Pris seuls, ces événements pourraient ne rien signifier, mais ensemble, ils illustrent comment et pourquoi les xénomorphes s'échapperont toujours. La série, comme sa créature principale, a semé des graines depuis le début, et l'un des aspects les plus passionnants de la série a été de voir où et quand ses plans se concrétisent. Cela ne rend pas plus facile à avaler la mort du pauvre Isaac, ni l'horreur de cette créature oculaire, mais le côté dégoûtant a sa place dans l'histoire autant que les émotions. La naïveté d'Hermite va bientôt s'effondrer, car même si Wendy découvre la corruption de Prodigy suite au traitement infligé par Nibs, il est peu probable qu'elle s'en aille avec lui. Elle est trop attachée au xénomorphe, et à tout être vivant d'ailleurs, ce qui pourrait poser problème, car elle est la seule à avoir prouvé sa capacité à vaincre un xénomorphe adulte. Toutefois, le fait qu'Hermite possède désormais les codes du bateau ouvre la voie à une évasion potentielle, aussi bien pour les humains que pour les extraterrestres. La série a peut-être mis 5 épisodes à nous donner du contexte, mais la série a largement compensé avec cet épisode, faisant avancer l'intrigue plus que jamais. Toutefois, je m'interroge encore sur Wendy, son lien avec les xénomorphes et son rôle face à l'escalade. Son empathie s'avère être à la fois une compétence et un handicap, comme c'est souvent le cas, mais elle pourrait aussi être ce qui la sauvera au final. Le contexte des spectateurs nous incite à partager l'avis d'Hermite sur la nature du xénomorphe, mais cela ne signifie pas que Wendy a tort lorsqu'elle prend du recul et observe les créatures dans le contexte de l'évolution. Nouveau, expérimenté et indéniablement dangereux, Wendy ne peut s'empêcher de s'identifier aux créatures enfermées dans le laboratoire. La série la prépare à jouer un rôle central lorsque l'histoire atteindra son apogée. Et avec 2 épisodes restants, nous savons que ce sera bientôt le cas. Bien que l'action à venir soit passionnante et ait le potentiel de nous offrir nos moments les plus sanglants à ce jour, Alien Earth doit prendre le temps de nous laisser pénétrer plus profondément dans le monde de Wendy avant qu'elle ne doive prendre les décisions à venir. L'une des scènes les plus cruciales de l'épisode 6 est celle où Wendy confronte Dame Sylvia au sujet des modifications de la personnalité et la mémoire de Nibs. Dame Sylvia tente de présenter ces changements comme des améliorations holistiques, affirmant qu'elle est médecin et qu'elle ne fait que lui donner des médicaments. Mais Wendy accuse Dame Sylvia d'être corrompue. Wendy qualifie la vision de l'humanité de Kirsch d'égoïste et d'excessivement romantique, mais exige tout de même d'être appelée par son nom humain, Marcy. Ce conflit intérieur se développe chez Wendy alors qu'elle semble s'être fait un ami en la personne du xénomorphe à la croissance rapide, né à la fin de l'épisode 4. Maintenant que nous connaissons la vérité sur les raisons du crash du Maginot sur Prodigy City, grâce au flashback prolongé de l'épisode 5, il est clair que Boy Cavalier envisage peut-être de révéler ses spécimens, ainsi que les hybrides, dans le dernier épisode de la saison. Enfin, s'il parvient à contenir tous les extraterrestres sur l'île de Neverland.
Tout a été à peu près comme prévu pour Boy Cavalier tout au long des 6 premiers épisodes. Il lance Wendy et ses hybrides, son complot visant à écraser le Maginot au Prodigy City pour acquérir les extraterrestres marche, et il s'enrichit de plus de 50 milliards de dollars pour avoir conclu un accord avec Yutani, sachant qu'elle se pliera à sa volonté. Cela dit, l'empire de Prodigy semble s'effondrer de toutes parts. La méfiance de Wendy envers Sylvia finira par ébranler sa confiance en Prodigy. Slightly a déjà agi contre les intérêts de Prodigy en faisant sortir un xénomorphe du laboratoire. Sylvia sera certainement dévastée par la mort d'Arthur et pourrait démissionner. Le silence de Kirsch est peut-être simplement destiné à éviter à Boy Cavalier une crise cardiaque pendant le vol de retour, mais il est bien plus probable qu'il utilise la trahison de Slightly à son avantage. En plus de tout cela, Moreau se dirige vers Neverland pour récupérer Arthur et le xénomorphe de Slightly et amènera presque certainement avec lui une sorte d'armée financée par Weyland-Yutani. Boy Cavalier et son entreprise sont voués à l'échec à cause de son avidité et de son immense capacité de corruption. Il a trompé Wendy avec ses idées préconçues et son refus absolu de tout, ce qui sera certainement son talon d'Achille à terme. Joe aura du mal à convaincre Wendy Mercy de quitter l'île et une stratégie d'évasion risquée pourrait être mise en place dans les prochains épisodes. Cet épisode nous prouve donc que le grand méchant de la série, c'est bien Thiocellus. C'est lui qui, juste avec un œil, arrive à tout mettre en place pour que tout le monde meure et que lui puisse s'échapper. Toi, qu'est-ce que tu penses de cet épisode? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.